Le chef de l'État décoré de la plus haute distinction palestinienne, une distinction à travers laquelle le président Mahmoud Abbas reconnaît les efforts du Sénégal pour la préservation des droits de son peuple. C'était au cours du séjour du chef de l'État à New York. La 103e session des pays ACP, Union africaine, qui se tient ici à Dakar. Au cours de cette rencontre, il sera beaucoup question de défis de développement. Les deux parties vont renforcer cette coopération. Et puis dans la rubrique au cœur de nos cultures, il sera question du Dimbaya, une pratique presque millénaire qui a permis à des femmes stériles de recouvrer leur fécondité. À Kolda, on les appelle les faiseurs d'enfants. C'est lors du Dimba Toulon, une cérémonie d'exorcisation, que les Dimba ou femmes infécondes sont traitées. Le chef de l'État est rentré à Dakar, c'était hier soir en provenance de Paris, où il a effectué une visite de 48 heures. Auparavant, le président Macky Sall avait pris part à la signature des accords de la COP 21. C'était fait, le chef de l'État a présidé un panel de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations Unies sur le thème eau, paix et sécurité. À son retour de Dakar, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, la présidente du Conseil économique, social et environnemental et quelques autorités civiles et militaires. Je vous le disais, le chef de l'État aux États-Unis a été décoré de la plus haute distinction palestinienne, une décoration à travers laquelle le président Mahmoud Abbas reconnaît les efforts du Sénégal pour la préservation des droits de son peuple. Le président Macky Sall a aussi rencontré à New York les agents de la mission sénégalaise. C'est un reportage signé notre envoyé spécial Aboubakry Kane. Au siège des Nations Unies, dans le cadre des rencontres bilatérales, le président Macky Sall a été décoré par son homologue Mahmoud Abbas. Une décoration en reconnaissance des efforts du Sénégal pour la préservation des droits du peuple palestinien. Le président de l'autorité palestinienne, qui a remercié le chef de l'État et le peuple sénégalais pour le soutien constant et indéfectible à la cause de la Palestine. Le Sénégal, qui préside le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, créé en 1974. À New York, le président de la République a également rencontré les agents de la mission sénégalaise, occasion pour le chef de l'État de les féliciter pour la parfaite organisation du panel, selon la formule AREA du Conseil de sécurité sur l'eau, la paix et la sécurité. Le président Macky Sall leur a renouvelé sa confiance tout en rappelant l'importance du capital humain dans la mise en œuvre du PSE. Des recommandations qui sonnent comme une source de motivation pour des agents appelés à toujours adopter le culte du résultat. Après New York, le président de la République et la première dame ont rejoint la capitale française pour une visite privée de 48 heures. Le chef de l'État qui est donc revenu à Dakar après un séjour aux États-Unis. En France, parlons du renforcement de la coopération militaire entre le Sénégal et les États-Unis. Plusieurs axes d'intervention sont ciblés dans les différents corps d'armée du Sénégal avec un focus sur l'armement et les stratégies de combat pour notamment faire face à toutes sortes de menaces. Cet après-midi, le président Macky Sall s'est entretenu avec le général de la garde nationale du Vermont. Le major général Stephen Cray répond aux questions de Pape Birame Ndiaye. Le but de l'entretien était pour le président de donner sa gratitude par rapport à toute la coopération qui a eu lieu avec la garde nationale du Vermont depuis 2008. Depuis 2008, les soldats et les aviateurs de la garde nationale du Vermont sont très fiers de coopérer sur plusieurs aspects avec l'armée sénégalaise, notamment le développement des infrastructures de formation, l'aide au recrutement, également le développement en fait de tout le matériel nécessaire à l'armée de l'air sénégalaise également, aussi au déminage. L'expérience est très concluante. De par les missions dans le monde, l'armée sénégalaise a eu beaucoup de succès dans ces différentes missions. Ça a été toujours un plaisir pour eux de travailler avec eux.
et ils essaieront toujours de partager leur expérience avec l'expérience de l'armée sénégalaise afin qu'ils puissent continuer à exécuter ces missions avec beaucoup de succès. Le risque terroriste, comme vous l'avez dit, est un risque qui est global. Un pays seul ne peut pas se charger de contrer ce risque entier, et c'est par ce genre de partenariat stratégique entre plusieurs pays que l'on peut vraiment se battre efficacement contre ce risque. No one country is going to be able to do this alone. Voilà, le Sénégal et les États-Unis qui vont renforcer la coopération au niveau militaire. Dakar, capitale des pays du groupe ACP, la 103e édition du Conseil des ministres s'est ouverte sur fond de nombreux défis du développement pour les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le partenariat avec l'Union européenne, jusque-là plein de succès, va se renforcer avec les 79 pays d'Afrique. La coopération économique et financière Union européenne ACP va connaître un nouvel élan avec cette rencontre de Dakar. Abibou Mbaye. Quand les pays du groupe ACP sont en conclave pour cette 103e session du Conseil des ministres, les défis énormes qui interpellent les 79 pays membres ont fait l'objet d'un condensé à partager dans la langue de Shakespeare par le secrétaire général des ACP, le docteur Patrick Gomez, pour faire en sorte que le partenariat avec l'Union européenne apporte de réelles solutions face aux objectifs de développement entravés par les changements climatiques, la sécheresse dans certains pays, le terrorisme, la chute des cours du pétrole, entre autres. Les problèmes sont là, il ne s'agit pas de les regarder, mais d'en apporter des solutions, a prévenu le président du Conseil des ministres, en usant de la métaphore de l'escalier. Il ne suffit pas de contempler les marches, il faut encore les gravir. Fin de citation. Et si je puis me le permettre, il est désormais temps pour nous de gravir les marches. En Afrique orientale et australe, des sécheresses dévastatrices ont affecté les moyens d'existence des millions de personnes, les pays les plus touchés étant notamment l'Éthiopie, le Malawi, le Lesotho, le Swaziland, le Mozambique, la Namibie. Ailleurs, la chute considérable des cours mondiaux du pétrole et d'autres produits de base par les pays ACP a entraîné des déficits budgétaires qui risquent de compromettre les perspectives de réalisation des objectifs de développement fixés par ces pays à court et à moyen terme. Les idéaux de solidarité est le bel exemple de partenariat avec l'Union européenne, basé sur une coopération économique et financière, sont des facteurs de densification de la capacité de négociation des APE. Et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique veulent relever ensemble la pauvreté en milieu rural, la faiblesse des économies, la dégradation de l'environnement, un commerce mondial fortement inéquitable. Ce qui ouvre de réelles perspectives avant l'expiration de l'accord de Cotonou en 2020. Au cours des dernières décennies, des changements importants se sont produits dans les relations entre notre groupe et notre partenaire, l'Union européenne. À ce niveau, permettez-moi d'évoquer la question relative à la conclusion des APE, des accords de partenariat économique, entre les différents blocs régionaux de notre groupe et l'Union européenne. Pour notre région Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, grâce au rôle déterminant joué par des chefs d'État, en particulier son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, l'APE régionale a été signée en marge des travaux de la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Abuja, en République fédérale du Nigeria, le 15 décembre 2014, juste après sa signature par le Conseil de l'Union européenne intervenu le 12 décembre 2014. Après la cérémonie d'ouverture, la session plénière va suivre pendant ces 2 jours, en attendant la cérémonie solennelle présidée par le président Macky Sall, dont la vision sur la marche des ACP est attendue. La rencontre du groupe ACP et du partenaire l'Union européenne ici à Dakar, le Sénégal et l'Algérie ont conclu ce mardi 4 accords, un accord de coopération entre la Chambre de commerce de Dakar et celle de la wilaya d'Aïm Delfa, un accord portant création d'un conseil d'hommes d'affaires algéro-sénégalais entre autres. Il s'agit des retombées de la visite d'une centaine d'hommes d'affaires algériens à Dakar. Le compte rendu de la cérémonie de clôture avec Adam Daou.
Que près de 100 chefs d'entreprise algériennes viennent évaluer les opportunités d'investissement au Sénégal était déjà un premier motif de satisfaction. Mais les deux pays ne s'en tiendront pas uniquement qu'à des prospections. 4 accords ont sanctionné les travaux. Un accord de coopération entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar et la Chambre de commerce, d'industrie de Dakar d'AN-DEFLA. Un accord portant sur la création d'un conseil d'hommes d'affaires algéro-sénégalais. Un protocole d'accord pour la création d'un comptoir de produits algériens. Un contrat de commercialisation de pommes de terre et de légumes. Des accords qui portent à 21 le nombre de conventions, d'accords et de protocoles d'accord entre les deux pays. L'Algérie et le Sénégal sont dans une dynamique d'intensifier leur coopération. Les textes qui ont été signés aussi bien entre les chambres de commerce des deux pays que les premiers contrats qui ont été conclus aujourd'hui augurent d'une amélioration nette des relations entre les deux pays. Il est vrai qu'il y a une dynamique qui a été enclenchée par la visite d'État qu'a effectuée son Excellence M. Macky Sall en Algérie à l'invitation de son Excellence M. le Président de la République Abdelaziz Bouteflika. Il y a une dynamique qui a été créée. Nous travaillons sur la conclusion d'un certain nombre d'instruments juridiques bilatéraux. De ces accords figurent entre autres les visas que le Sénégal juge nécessaire d'exempter les détenteurs de passeports officiels. Ça c'est au niveau du gouvernement. La non-double imposition et la prévention de l'évasion fiscale. La promotion, la garantie et la protection réciproque des investissements. Dans la perspective de la 6e grande commission mixte de coopération sénégalo-algérienne, d'autres domaines de coopération pourraient être étudiés. Ainsi, le défi pour nous, outre la consolidation et la promotion des acquis, est de démultiplier les axes de coopération dans des domaines innovants. L'électronique, les télécoms, la pharmacie, la construction, la papeterie, les chemins de fer sont des domaines dans lesquels l'Algérie excelle et est prête à partager ce savoir-faire avec le Sénégal, pays avec qui elle partage beaucoup de choses. Nous restons dans le domaine économique avec la première revue sectorielle conjointe du ministère de la promotion des investissements, des partenariats, du développement des téléservices de l'État. L'occasion de partager avec l'ensemble des acteurs le bilan des progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs assignés à ce nouveau département ministériel. Khoudiambay a annoncé un dispositif stratégique destiné à faciliter le pilotage de réformes ambitieuses. Louise Bidza. Cet exercice de vérité auquel le ministère de la promotion des investissements, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers et la société civile se prêtent est une obligation, instituant un cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques publiques. Dans le cadre du suivi-évaluation des politiques publiques, le gouvernement du Sénégal a institué la tenue des revues du plan Sénégal émergent, cadre fédérateur de toutes les politiques publiques, en vue de rendre compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre des politiques sectorielles. Pour apporter des corrections et des ajustements sur les politiques publiques, le secteur privé veut plus de visibilité. Une part d'actionnariat de facto au secteur privé pour un Sénégal attractif, c'est le plaidoyer du moment. Vous savez, vous allez à Dubaï, 51% de toutes les sociétés qui se créent sont destinées de facto aux nationaux, sans qu'ils n'y apportent aucune valeur ajoutée. C'est un principe de préférence nationale, où la majorité des parts est destinée. C'est trop fort, trop prétentieux, trop autoritaire. Mais je pense quand même qu'au Sénégal, donner une portion, ne se fût que 10% à minima, permet déjà au secteur privé national d'avoir un pied dans toutes les créations de sociétés et de compagnies industrielles. Le transfert de technologie se fait, mais aujourd'hui le transfert aussi d'implication au niveau des décisions managériales, stratégiques des sociétés qui s'implantent au pays est important parce qu'il faut que les Sénégalais puissent décider. Pour y arriver, le ministère de la promotion des investissements se charge de mener des actions concrètes pour accompagner la mise en œuvre des projets du plan Sénégal émergent. Alors cette occasion est donc pour moi une opportunité pour partager avec l'ensemble des acteurs, notamment ceux du secteur privé, comme indiqué tout à l'heure, le bilan des progrès que nous avons réalisés dans le cadre des objectifs qui avaient été assignés à ce département ministériel. Un exercice, je le rappelle, préconisé par le chef de l'État pour l'ensemble du gouvernement.
et il nous a enjoint de conduire des actions concrètes, en particulier pour rendre l'environnement des affaires du Sénégal attractif et évidemment un défi que nous devons relever. L'accélération des réformes structurelles permet à n'en point douter d'accroître l'intégration du Sénégal dans les chaînes de valeur rémunératrices par le développement des investissements privés. Parlons du rapport de la revue annuelle conjointe 2015 du ministère de l'Industrie et des Mines qui a été présenté ce matin. Des résultats satisfaisants ont été enregistrés avec la réalisation de la première phase du parc industriel de Diamniadio qui est en phase de finition. La mise en place d'une politique de restructuration des entreprises comme le groupe NSTS et les ICS. La production industrielle a connu une croissance de 6,7%. Aminata Mbengefal. Cette revue annuelle conjointe a été l'occasion de faire le point sur les réalisations faites dans le secteur de l'industrie et des mines au courant de l'année 2015. L'on peut citer certains projets phares du PSE comme le parc industriel de Diamniadio, la mise en place par l'État d'une politique de restructuration de certaines entreprises, la définition du package d'incitation fiscale envers les investisseurs étrangers, entre autres. La réalisation du parc industriel de Diamniadio, et nous sommes en moyenne à 75% de réalisation quand on conserve toutes les phases, mais déjà l'un des hangars est à plus de 90%, il ne reste que la vitrerie donc en façade, donc à des niveaux, nous avons en tout cas les bâtiments à des niveaux différents. Nous avons consolidé donc les investissements au niveau des ICS avec le partenariat qu'on a eu avec Indorama, et je dois vous dire, et c'est très encourageant, les ICS viennent d'avoir leur conseil d'administration pour l'analyse des résultats de 2015. Ils sont bénéficiaires déjà de 4 milliards avec une perspective de 40 milliards peut-être même en 2016, c'est important. Et nous avons également l'année dernière, si vous vous rappelez, lancé la NSTS, donc dans le processus de restructuration, nous sommes quand même aussi, c'est un secteur que nous prenons en charge. Des résultats satisfaisants qui ont permis d'obtenir une production industrielle de 6,7%. Cependant, des défis relatifs à la mobilisation des ressources restent à relever. Accompagner ceux qui avaient cru à l'industrie sénégalaise, qui ont quand même investi pendant longtemps, il faut les accompagner. Il faut également attirer de nouveaux investisseurs dans d'autres domaines et trouver également des ressources supplémentaires pour accompagner les industries dans la réalisation d'infrastructures. La question de la délocalisation de la zone industrielle de la Sodida a également été au menu des échanges. Une approche participative sera privilégiée. La Sodida, c'est un domaine qui est là depuis très longtemps et aujourd'hui qui commence à poser quelques problèmes de sécurité par rapport aux populations qui viennent malheureusement habiter pas loin donc de ces domaines industriels, et également les entreprises qui sont là-bas sont confrontées à des problèmes d'espace. Donc je pense qu'ensemble nous avons déjà commencé à travailler pour trouver une solution pour que les entreprises qui veulent se délocaliser puissent en tout cas être dans d'autres sites beaucoup peut-être plus grands, beaucoup plus adaptés à leur activité. Le secteur minier a également connu des avancées. 136 sociétés minières ont ouvert un siège aux représentations au Sénégal avec 88 actes miniers délivrés. À cela s'ajoutent les découvertes d'exploration récentes dans le domaine de l'or et des phosphates. Le ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance a élaboré sa première lettre de politique sectorielle. Le document est articulé autour du plan Sénégal émergent, de l'amélioration de la gouvernance et de l'intégration africaine. Il a été présenté ce mardi au cours d'un atelier de validation. Fanta Badji. La mise en œuvre de toute politique publique nécessite une bonne planification stratégique. C'est tout l'intérêt de ces ateliers de validation de la lettre de politique sectorielle du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. Le document concentre l'ensemble des questions d'intérêt crucial pour l'atteinte des objectifs de développement durable et ceux déclinés dans le plan Sénégal émergent. Le défi majeur du ministère était dès lors de donner corps à cette nouvelle orientation à travers l'élaboration d'une lettre de politique sectorielle de développement. Les enjeux attachés à l'élaboration de cette lettre de politique donc sont multiples. C'est d'abord un instrument de planification et de décision qui traduit notre engagement à apporter les changements qualitatifs et quantitatifs attendus dans notre secteur
Elle définit ensuite la vision, les orientations et axes stratégiques et permet enfin, à travers des outils opérationnels, de mettre en évidence les actions et les investissements spécifiques en vue d'atteindre les résultats escomptés. Élaborés de façon inclusive, consultants et experts y ont fortement contribué. Cela pour faire face aux nombreux défis de bonne gouvernance et d'intégration gouvernementale et économique. L'élaboration de cette lettre de politique sectorielle de développement est intervenue dans un contexte où le Sénégal s'est engagé à doter tous les secteurs de son économie de l'aide de politique sectorielle de développement articulée au référentiel national qui est le plan Sénégal émergent. Dans le souci surtout de veiller au respect des directives de l'Union, mais également d'aller vers l'efficacité et l'efficience de la dépense publique. Ainsi, les acteurs du secteur disposent désormais d'un cadre qui permettra assurément de relever les défis. Cette lettre de politique sectorielle est la première pour le ministère, élaborée pour la période 2016-2020. Elle va grandement contribuer à la mise en œuvre du PSE, notamment dans les domaines de l'amélioration de la gouvernance et du renforcement de l'intégration africaine. Après le financement de la construction et de l'équipement de 8 collèges, le projet d'appui au développement de l'enseignement moyen a financé une cinquantaine de collèges de Dakar sur une durée de 3 ans. Ce projet, financé par l'Agence française de développement, vise à améliorer la qualité des enseignements et la réussite des élèves. Oumar Baldé. Par ce geste, 55 collèges d'enseignement moyen de Dakar bénéficient de financement. Au total, c'est près de 260 millions de francs CFA qui sont offerts par le projet d'appui au développement de l'enseignement moyen pour financer des projets d'établissement. Ce financement va permettre d'améliorer les performances et les conditions d'apprentissage. Nous sommes particulièrement heureux de recevoir ces financements qui vont permettre à chacun d'entre nous, dans son établissement, de faire en sorte que les performances attendues soient atteintes. C'est des performances qui visent particulièrement l'amélioration des enseignements-apprentissages en mathématiques, en sciences physiques et en sciences en SVT. Le quart des collégiens sénégalais sont dans la région de Dakar, une situation qui impacte sur la qualité des enseignements. Pour corriger ce manquement, l'élargissement de l'accès à l'éducation et le renforcement du capital humain sont nécessaires. La composante 2 du projet ADEM, entièrement déconcentrée avec l'inspecteur d'académie de Dakar comme maître d'œuvre délégué, mais essentiellement l'accent sur le renforcement des capacités des cadres, des inspections d'académie, des inspections de l'éducation et de la formation, des chefs d'établissement et des équipes pédagogiques. Cependant, la mise en place d'un environnement propice ne suffit pas à lui seul pour renforcer la réussite des élèves. L'accent doit être également mis sur les outils pédagogiques ainsi que sur le soutien accordé aux élèves, en particulier à ceux qui rencontrent des difficultés. Les projets d'établissement financés, le contrôle et le suivi sera de rigueur, une manière d'exiger la gestion axée sur les résultats. La contrepartie maintenant de la responsabilité qu'on a de présenter un projet d'établissement, de recevoir des fonds, c'est de pouvoir rendre compte des résultats qu'on obtient au plan pédagogique, au plan de la gestion du système éducatif et en même temps de rendre compte de l'utilisation qui a été faite de ces subventions. Déjà, le projet d'appui au développement de l'enseignement moyen a financé la construction et l'équipement de 8 collèges. Il a aussi réhabilité 9 autres collèges dans la région de Dakar. La coopération entre le Sénégal et la Turquie, l'ambassadeur turc et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont signé une convention de partenariat. Le protocole d'accord porte sur la création d'un département de langue et de littérature turque à l'UCAD et d'un institut culturel. La délégation diplomatique a été reçue par Ibrahim Gueye, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Voici les représentants des délégations au micro de Pape Kolingom.
Nous avons une délégation de l'Institut Younous Emre, le vice-président M. Şaban Çobanoğlu qui est là, avec un expert qui l'accompagne. Vu les relations excellentes entre le Sénégal et la Turquie, la culture, la ressemblance de la culture entre les deux pays nous a amené à ouvrir dans les jours à venir à l'Institut Younous Emre. Et je me réjouis d'annoncer qu'hier on a signé le protocole de la création du département des lettres et langues turques à l'UKAD. Nous aurons un autre centre laboratoire de langue turque. Je me réjouis de cette visite et de l'occasion qui nous est présentée. La culture et la langue est très important. Nous souhaitons renforcer davantage les liens culturels qui existent entre la Turquie et le Sénégal en créant cet institut. Cette initiative déjà permettra à nos universités et plus particulièrement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de s'ouvrir davantage à l'international en permettant à nos étudiants de pouvoir s'imprégner, apprendre davantage la langue turque et mieux s'imprégner aussi des différentes facettes culturelles de la Turquie. Une rencontre sous-régionale de 2 jours se tient à Dakar sur les mutilations génitales féminines. Des ministres et autres membres d'organismes internationaux partagent sur la mise en œuvre de la résolution 6950 de l'Assemblée générale des Nations Unies interdisant les mutilations génitales féminines. Le ministre de la Femme et de la Famille et de l'Enfance, Mariama Sarr, a promis de revisiter le cadre juridique et sanitaire des MGF à Basso. La mise en œuvre de la résolution 6950 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les mutilations génitales féminines nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Les MGF, une pratique qui s'exerce dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Sénégal. Les MGF, comme le reconnaît la résolution 6950 de l'Assemblée générale des Nations Unies, sont néfastes et constituent une grave menace pour la santé des femmes et des filles, notamment sur les plans psychologiques, sexuels et procréatifs. Elles accroissent leur vulnérabilité face au VIH et peuvent avoir des conséquences mortelles pour la mère et le nouveau-né. À ce titre, je souhaite magnifier l'initiative de cette consultation ministérielle sous-régionale pour la mise en œuvre de la résolution onusienne 6950 interdisant les mutilations génitales féminines. Cette consultation ministérielle de Dakar, sous-régionale initiée par No Peace Without Justice, a enregistré la participation de plusieurs ministres de la femme des pays de la sous-région et au-delà, l'occasion de revisiter la résolution, sa mise en œuvre et les perspectives en termes de santé et de cadre juridique. L'article 4 de la résolution 6950 exhorte les États à condamner entre autres les mutilations génitales féminines, qu'elles soient ou non pratiquées dans un centre médical, à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les filles et les femmes de telles pratiques, en promulguant et en faisant appliquer une législation interdisant cette forme de violence et à mettre fin à l'impunité. Après le lancement officiel des travaux de 2 jours, Mariama Sarr a fait face à la presse étrangère et locale des questions liées à l'interdiction des MGF et autres dispositions pratiques ont été abordées. Au ministre d'apporter les réponses face aux journalistes. Toi qui empruntas le chemin des horizons, le champ du corps. Toi qui nous portes à pendant 9 mois. Et pour ta femme, on te ça. Reparlons de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée à Richard Toll. Dans cette ville industrielle et agricole cernée par l'eau, le palu est au stade de pré-élimination. Les méthodes à efficacité prouvées ont permis de faire reculer la maladie. Les quelques cas encore notés sont généralement introduits par des migrants et d'autres voyageurs. Une école de la commune a été choisie pour dérouler une leçon sur la maladie. Oumar Diaw. Richard Toll, ville en pleine expansion qui doit son existence à l'eau, cette eau sans laquelle le vecteur du paludisme ne peut se développer. Nous avons 400 km de réseaux irrigués,
des réseaux de drains, de canaux à ciel ouvert, 400 km. Donc c'est 400 km, plus maintenant les rizières. De l'eau partout, un périmètre sucrier de milliers d'hectares et des rizières. On pourrait croire que par ici, le palu a une forte prévalence, que non, la zone est même en situation de préélimination. Pour l'année 2015, nous avons notifié un total de 317 cas de paludisme, aussi bien au niveau des structures publiques que des structures privées, qui est un district de préélimination. 0 décès lié au paludisme en 2015. Les stratégies à efficacité prouvée ont été adoptées et portées à l'échelle dès le début des années 2000. C'est le cas avec la moustiquaire imprégnée. En 2005, nous étions le seul district de l'Afrique de l'Ouest à mettre en œuvre cette activité avec un financement consistant qui nous a permis une distribution massive de moustiquaires imprégnés. À ces 1000 DA s'ajoutent l'aspersion intradomiciliaire, les tests rapides, les combinaisons thérapeutiques et un suivi rapproché des malades. Investigation à domicile. Face à un cas de palu, nous faisons l'investigation dans les 5 maisons voisines. La majorité des cas enregistrés dans la cité sont importés. 24% de nos cas nous proviennent des régions sud, notamment Kolda. Donc 23% Dakar, 19% Touba. Les pieds dans l'eau, la sucrière crache dans le ciel d'épaisses volutes de fumée. En partenariat avec le public, l'entreprise a systématisé les tests. Nous avions demandé donc à l'État de nous appuyer sur les tests de diagnostic. Chaque travailleur, avant de faire la visite d'aptitude pour entrer dans l'entreprise, est soumis à ce test de palu. Et si ce test est positif, tout de suite, on lui fait un traitement. Au-delà de la cérémonie officielle avec une forte mobilisation des populations et des autorités locales, la journée avait un caractère pédagogique. Cette délégation rejoint une classe pour suivre avec les élèves une leçon consacrée au paludisme. Le paludisme est une maladie endémique et mortelle. Cette séance de TDTP a permis aux élèves de retenir l'essentiel, particulièrement en ce qui concerne la protection. J'ai retenu que chaque maison devait avoir un moustiquaire imprégné pour toute la famille, toutes les nuits et toute l'année. Précision, la moustiquaire féminin qui protège du moustique masculin. La préélimination est en marche dans le nord du Sénégal et les écoliers apparaissent comme des messagers d'une victoire probable. Omar Diaw, faisons connaissance avec Illumigène. C'est la nouvelle trouvaille des praticiens pour diagnostiquer le paludisme. Découvert au Sénégal, ce test dépasse de loin ceux qui existaient jusque-là. Pour nous permettre de comprendre l'originalité et la portée d'Illumigène, Ramata Dem est allé à la rencontre de son inventeur. C'est au laboratoire de parasitologie et mycologie de l'hôpital Aristide Le Dantec que le professeur Daoud Ndiaye nous a présenté cette innovation dans la lutte contre le paludisme. Illumigène Malaria est un test de diagnostic moléculaire du paludisme qui permet une confirmation absolue à 100% de tout cas suspect de paludisme. Illumigène Malaria est 80 000 fois plus sensible que les actions actuelles. Actuellement au Sénégal, où le programme national de lutte contre le paludisme a fini de faire un excellent travail pour le contrôle du paludisme, ce qui fait que dans certaines parties du pays, on parle de préélimination, notamment au nord. Il est donc important, au moment où les parasites qui circulent sont devenus des parasites rares, avec des taux de prévalence très faibles, qu'on puisse avoir un outil extrêmement sensible pour renforcer les outils actuels que sont la microscopie et les tests de diagnostic rapide dans la prise en charge, mais également pour les stratégies, les efforts vers l'élimination du paludisme. Les tests avec le microscope, la goutte épaisse, le frottis, le test de diagnostic rapide ont été pendant de longues années des tests très efficaces. Mais aujourd'hui, les prévalences parasitaires sont devenues basses. Illumigène permet d'avoir un résultat en moins d'une heure. Donc permet qu'on puisse traiter le malade avant même qu'il ne quitte le centre hospitalier. Après des années de travail et de recherche, Illumigène Malaria est enfin disponible pour permettre aux États de lutter efficacement contre le paludisme. Illumigène est international depuis l'obtention du brevet au mois de janvier, parce que Illumigène est aujourd'hui disponible dans la plupart des pays européens et est utilisé pour poser les diagnostics de certitude dans les formations sanitaires que j'ai eu à visiter en Europe. Illumigène Malaria est un pur produit des laboratoires sénégalais.
Le professeur Daouda Ndiaye, qui a longtemps été touché par les ravages causés par le paludisme, qui souhaite participer à l'éradication du paludisme dans le monde grâce à Illumigène Malaria. Illumigène Malaria Ramatadem, c'est donc une invention bien sénégalaise. Les acteurs de la lutte contre le paludisme saluent cette avancée, trouvent l'outil prometteur. La prise en charge et la prévention du palu gagne ainsi en efficacité. C'est du moins l'avis du coordonnateur national du programme de lutte contre le paludisme, Dr Madiba, est au micro de Ramatadem. Le paludisme est une maladie qu'il faut diagnostiquer biologiquement. Et donc cette découverte vient à un moment crucial de la lutte parce qu'elle permet de pouvoir identifier les cas avec une parasitémie très faible. Parce que les outils que nous avions jusque-là avaient montré quelque part leurs limites. Et donc la recherche permet de trouver de nouveaux outils et pour la prise en charge, les médicaments sont encore efficaces, les combinaisons thérapeutiques. Cet outil diagnostique, si nous le mettons en œuvre, nous permettra d'améliorer la prise en charge. Et le programme s'est résolument engagé avec ses partenaires à négocier des prix assez intéressants, mais aussi à trouver les moyens pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Parce que déjà dans notre plan stratégique 2016-2020, nous avions annoncé, vu la baisse de la prévalence au niveau de la zone nord, la nécessité d'avoir de nouveaux outils plus sensibles. Et donc cette découverte, vous comprenez que ça nous remplit de beaucoup de joie. La 12e biennale de l'art africain contemporain de le Dakar s'ouvre le 3 mai dans la capitale sénégalaise à une semaine de l'événement. Le ministre de la Culture a effectué ce matin une visite sur quelques sites devant abriter les expos IN au musée Théodore Monod, à l'ex-palais de justice et à la gare de Dakar. Il y a encore du travail à accomplir, mais les responsables du Dakar sont confiants. Les choses seront prêtes avant le début de la manifestation au Ménour. C'est dans les jardins du musée Théodore Monod, en pleine effervescence, qu'a été reçu le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye. À une semaine de l'ouverture de la 12e biennale de l'art africain contemporain, pas de panique, Khalifa Dieng, un des scénographes de l'événement, est confiant. On est capable d'aller à la perfection en fait par rapport à ce qui se fait ailleurs en scénographie. Dans un coin, l'artiste barbadien Lowar Monroe met la dernière touche à l'œuvre qu'il exposera au Dakar 2016. Elle s'intitule Le voyage du héros, tout comme Akirash du Nigeria qui attend une partie de son œuvre. Elle arrivera du Texas où il est installé. You just have to move ahead. So I'm waiting for it to come tomorrow. Okay. Then when it comes, I'm going to install it. But there's a lot of preparation which I'm working on now to move down to the Palace of Justice. So. Il s'agit en fait de l'ex-palais de justice du Cap Manuel. Voici Duke Ellington sur les lieux en 1966. En 1992, l'endroit a été fermé. Il y a encore 2 semaines, c'est à cela qu'il ressemblait. Aujourd'hui, les ouvriers ont investi les lieux et 50 ans après le premier festival mondial des arts nègres, l'ex-palais de justice accueillera une autre exposition internationale, celle de la 12e biennale de Dakar, qui regroupera cette année 67 artistes. Nous l'avons réhabilité, nous l'avons rendu très fonctionnel pour une exposition et je pense que ça va être un grand moment, le vernissage de la biennale le 3 mai. Autre étape de la tournée du ministre de la Culture, la gare de Dakar. L'endroit, classé patrimoine historique, abritera le village de la biennale. Il est en train de subir une petite cure de jouvence scrupuleusement pensée. Nous sommes ici sur un lieu symbolique, un lieu qui a une âme, qui a une histoire, qu'il n'est absolument pas question de le retaper à neuf, de le transformer et de lui faire perdre tout ce qui nous a donné envie d'y venir. Le tour officiel des 2 dernières biennales avait eu lieu au Grand Théâtre. Pour cette édition, l'événement retourne au Théâtre National Daniel Sorano, un choix pas fortuit. Il y a 50 ans, le théâtre a été construit par Léopold Sédar Senghor. Le chef de l'État, en décidant que l'ouverture se fera au Théâtre Daniel Sorano, est en train aussi de redonner à la culture le sens symbolique qui lui est.
Durant toute la 12e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, hommage sera ainsi rendu au poète président Léopold Sédar Senghor, avec notamment le thème de l'événement, la cité dans le jour bleu. Ces quelques mots sont tirés de son poème Guelwaar. Une rencontre nationale sur la commémoration de l'appel de Seydina Limamou Laye s'est tenue ce jour. Plusieurs points allant dans ce sens ont été passés en revue pour un bon déroulement de cet événement. La rencontre a été présidée par le ministre de l'Intérieur. C'était en présence de tous les services concernés. Le contexte sécuritaire actuel était aussi à l'ordre du jour. Amadou Diouf et Maman Moussania. Exceptionnellement, les autorités et les comités d'organisation de l'appel ont décidé de renforcer la sécurité lors de l'appel de Seydina Limamou Laye. Rien ne sera négligé dans ce cadre. Le contexte oblige et le ministre de l'Intérieur a donné des instructions fermes dans ce sens. Et ce qui est important, c'est surtout quand même de rester vigilant. D'abord les populations, bien évidemment, mais aussi appeler, disons, les citoyens à beaucoup plus de compréhension dans la posture que devront adopter justement donc les forces de défense et de sécurité à ce niveau, mais surtout aussi de remonter les informations à chaque fois que des cas quand même suspects ou en tout cas des comportements qui ne sont pas assez normaux donc arriver à se faire déceler donc dans ces mouvements de foule-là. Outre la sécurité, la rencontre qui a réuni les services de l'État et le groupement central ont abordé d'autres questions liées à l'organisation. Il s'agit notamment de celles de la santé, de l'abattage clandestin, de l'assainissement, de l'électricité, de l'eau. Toutes ou presque ont trouvé des réponses positives auprès de l'autorité. L'état de préparatif est très satisfaisant. Aujourd'hui, rien n'a été laissé au hasard. Après donc, le compte rendu du gouverneur à la suite du CRD qui a été tenu à cet effet, nous avons constaté que pour l'essentiel, en tout cas, l'État est prêt à donc tenir cette manifestation dans de très bonnes conditions. La grande satisfaction de l'ensemble des partis, le comité d'organisation, l'État, les collectivités locales et les concessionnaires, nous avons fait l'état des lieux et aujourd'hui on peut dire que tout est fin prêt pour que l'événement se passe dans les meilleures conditions. Les autorités religieuses se sont félicitées des efforts de l'État, ont remercié le président de la République pour sa disponibilité. Des prières ont été ensuite formulées pour la paix au Sénégal et une bonne tenue de l'événement. Pour une meilleure maîtrise de l'information et un entretien durable des pistes rurales, le Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics en partenariat avec le projet Pistes communautaires en appui au programme national de développement local et le financement du Fonds d'entretien routier autonome a organisé un atelier de formation des formateurs sur le géoréférencement des pistes rurales au profit d'une trentaine d'agents issus des agences régionales de développement. C'est un reportage signé Hamid Diop. Cet atelier constitue la première vague d'une série de 2 sessions. À terme, les participants seront en mesure d'appliquer convenablement la cartographie et les principes de la planification des investissements liés à une réalisation de pistes dans une collectivité locale donnée. Aussi, cet atelier leur permettra, au-delà de la meilleure compréhension des enjeux de l'utilisation d'un système d'information géographique, de mieux saisir les nouvelles innovations introduites dans le logiciel ArcGIS et ses différents modules. C'est un logiciel très pratique qui va donc nous permettre, disons, d'optimiser l'utilisation des ressources destinées à l'entretien des pistes. Et ça, c'est extrêmement important dans la mesure où ces ressources ne sont pas toujours suffisantes pour entretenir correctement le réseau routier. Et ça va également permettre vraiment de prendre correctement en charge le réseau non classé, constitué par les pistes rurales qui sont en charge des collectivités locales. Une coproduction entre les services du Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics et du PPC et PNDL a permis d'aboutir à un contenu qui facilitera réellement une réelle maîtrise des opérations d'investissement des collectivités locales. Je pense que c'est un atelier très important pour le PPC et PNDL car il va nous permettre de cartographier et de géolocaliser nos réalisations de pistes rurales. En outre, cet atelier va nous permettre de participer à l'alimentation de l'Observatoire national du développement local. À la fin de la session, une trentaine de formateurs seront disponibles aux côtés des élus locaux pour renforcer la maîtrise d'ouvrage dans le domaine des pistes rurales.
Au total, la finalité de cette session participe à l'amélioration de l'entretien des pistes communautaires par le biais du logiciel ArcGIS qui permet d'améliorer la durabilité des réalisations et d'autre part de favoriser le développement économique local, ce qui constitue du reste un réel enjeu dans ce contexte de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation et du PSE. Une pratique responsable des réseaux sociaux, c'est la thématique de la journée portes ouvertes que l'ADIE a organisée en prélude à la journée internationale des filles dans l'éthique. En partenariat avec le ministère des Postes et des Télécommunications, l'Agence de l'informatique de l'État cherche à travers cette rencontre à intéresser les jeunes filles aux métiers liés aux technologies de l'information. Jeanne Dior. Une centaine d'élèves de 8 lycées et collèges de la banlieue se partagent 2 salles le temps d'une vidéoconférence sur la pratique responsable des réseaux sociaux. Informer les jeunes filles est une urgence, surtout dans un contexte où ces plateformes sont très prisées par cette cible. À la fin de séance, elles sont comme réarmées. On sait qu'aujourd'hui, les filles sont les plus à utiliser les réseaux sociaux. Il faut réfléchir avant de poster quelque chose et aussi prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on va poster. On a vu que ce sont seulement les hommes qui sont intéressés à ce domaine. Maintenant, on nous a invités pour nous motiver à devenir des ingénieurs. En prélude à la journée internationale des filles dans les TIC, l'ADIE, avec le soutien du ministère des Postes et des Télécommunications, veut plus de filles dans les filières scientifiques et technologiques, mais il faut d'abord sensibiliser les utilisatrices. Nous rencontrons donc des problématiques liées à la sécurité, au terrorisme, et tout cela, l'Internet est une porte d'entrée à tous ces fléaux aujourd'hui. Il y a aussi la question de la traite des enfants et des femmes, la question du harcèlement, etc. L'Agence de l'informatique de l'État a ouvert ses portes, une façon pour elle de renforcer son soutien au monde scolaire. Nous les avons ouvert nos portes pour leur expliquer, en tout cas, les métiers de l'ADIE et puis partager avec elles véritablement les perspectives qu'elles auraient à choisir les filières scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous avons presque 150 salles multimédia dans le Sénégal, dans les établissements. Et ces salles multimédia-là, nous avons non seulement les équipements informatiques qui sont mis à leur disposition, mais aussi nous avons la connectivité. La protection des données personnelles, l'utilisation intelligente des réseaux sociaux, mais aussi la technologie comme vecteur de développement sont les thèmes abordés pour mieux préparer ces scientifiques en herbe. Le secteur de l'horticulture avance à grands pas au centre du pays. À Fatick, la production horticole a plus que doublé. Les acteurs se sont organisés en groupement et GIE. Les surfaces cultivées sont devenues plus importantes et cela a engendré des résultats spectaculaires avec plusieurs tonnes de rendement enregistrés. Reportage à Toubacouta et à Nioro Alassane Sidje-Clario. De l'oignon cultivé sur des dizaines d'hectares, nous sommes au centre du pays à Fatick, commune de Toubacouta, village de Dassilame Sosé. Ici, le groupement Fankanta s'active dans le secteur de l'horticulture depuis presque 10 ans. La filière est porteuse et fait vivre beaucoup de familles. Nous ne sommes pas les seuls qui travaillent ici. Il y a ceux qui viennent d'autres villages à côté de Dassilame Sosé. D'autres nous viennent aussi de la Casamance, du Mali, etc. Cap sur Mahmouda, toujours à Toubacouta. Sur place, les populations s'organisent. Les surfaces cultivées ont augmenté de façon fulgurante. De 1 hectare, elles sont passées à 60 hectares. En plus, ces producteurs bénéficient d'un encadrement rapproché. L'itinéraire technique est maîtrisé. Quand on a commencé, c'était juste de petits champs. Un producteur pouvait juste avoir 2 sacs. Mais maintenant, avec l'appui apporté, nous avons cette année, les 3 villages ont cultivé 60 hectares. Et pour chaque hectare, on a eu minimum 20 tonnes. Autre endroit, mais même réalité, Toubamourit dans la commune de Nioro Alassane, l'oignon, la pomme de terre, l'aubergine, la tomate, le chou sont entre autres les spéculations cultivées. La production est importante, notamment pour la pomme de terre. Pour la pomme de terre, j'ai utilisé 50 kg de semences. Les rendements étaient très importants.
Les 2 sacs de 25 kg ont produit chacun presque 300 tonnes. Les fruits sont aussi cultivés dans ces zones, à Foundiougne, à Sandikoli, mangue, mandarine, pamplemousse, orange. Dans ce champ, le système goutte à goutte est installé et cela a apporté des changements majeurs. Depuis que j'ai commencé le système goutte à goutte, mon travail est moins pénible. Je mesure mieux l'eau que j'utilise.